Tout le monde veut réussir. C'est le mantra de notre époque, le moteur de nos journées et le carburant de nos sacrifices. On nous vend le succès comme une ligne d'arrivée, une terre promise où tous nos problèmes de confiance, d'insécurité et de peur se dissoudraient dans l'éclat de la richesse et de la reconnaissance. Mais personne ne vous parle de la réalité brutale du sommet. Le succès n'est pas un remède, c'est un amplificateur. C'est une loupe géante qui se pose sur votre âme et qui expose, avec une précision chirurgicale, la moindre de vos fissures intérieures. Si vous n'êtes pas préparé, si votre architecture mentale est fragile, l'ascension vers les sommets ne sera pas votre libération, mais votre destruction. Le monde est rempli de cadavres psychologiques de personnes qui ont obtenu tout ce qu'elles voulaient, pour finalement réaliser qu'elles n'avaient jamais construit l'homme capable de porter ce poids. Pourquoi le succès détruit-il ceux qui ne sont pas prêts? Parce que le succès demande une structure que l'ambition seule ne peut pas fournir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les zones sombres de la réussite, là où l'ego s'effondre sous la pression de la couronne. Bienvenue dans l'analyse de la chute du vainqueur. Le premier piège, le plus insidieux, est ce que la psychologie appelle l'illusion de l'arrivée. C'est cette croyance toxique que le bonheur se trouve de l'autre côté de la montagne. Pendant des années, vous avez couru, vous avez faim, vous avez utilisé votre manque comme un moteur. Mais une fois arrivé en haut, le moteur s'arrête brusquement. Vous regardez autour de vous et vous réalisez que le paysage est magnifique, mais que vous êtes toujours la même personne à l'intérieur. Si vous n'avez pas travaillé sur vos démons intérieurs pendant la montée, ils seront là, au sommet, vous attendant avec une intensité décuplée. C'est le moment où la dépression du succès frappe. Le cerveau, privé de sa dopamine de la chasse, s'effondre. Vous avez tout ce que vous désiriez, et pourtant, le vide est plus grand que jamais. Pour ceux qui ne sont pas prêts, ce vide est insupportable. Ils commencent à saboter leur propre réussite par peur de l'immobilité, où ils se lancent dans des quêtes de plus en plus extrêmes pour retrouver cette sensation de manque qui les faisait se sentir vivants. Le succès sans paix intérieure est une prison dorée dont les murs se rapprochent chaque jour un peu plus. Le succès agit également comme un révélateur chimique. Il ne vous change pas, il vous démasque. Si vous aviez une tendance à l'arrogance quand vous étiez pauvre, vous deviendrez un tyran une fois riche. Si vous étiez anxieux avec un petit budget, vous serez paralysé par la terreur quand des millions seront en jeu. L'argent et le statut enlèvent les barrières sociales et les limites qui vous maintenaient dans une certaine forme de décence. Sans ces limites, votre véritable nature explose. Pour celui qui n'a pas forgé son caractère dans la discipline et l'humilité, le succès devient le catalyseur de ses pires vices. On voit alors des carrières brillantes s'effondrer en quelques mois à cause d'excès, de paranoïa ou de décisions impulsives dictées par un ego devenu hors de contrôle. Le succès est un test de résistance. Il applique une pression constante sur vos fondations. Si vos fondations sont faites de sable, de besoin de validation, de désir de revanche ou de haine de soi, l'édifice s'écroulera dès que le vent de la gloire soufflera trop fort. Une autre dimension destructrice du succès non préparé est la fatigue décisionnelle et le poids de la protection. Quand vous n'avez rien, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez prendre des risques, être audacieux, être libre. Mais dès que vous réussissez, la dynamique change. Vous ne jouez plus pour gagner, vous jouez pour ne pas perdre. Chaque décision devient un fardeau. Vous devenez le centre de gravité d'un écosystème qui dépend de vous. Employés, famille, associés. Cette responsabilité est un poids que l'esprit non entraîné ne peut supporter indéfiniment. Le stress ne vient pas de la charge de travail, il vient de la peur constante de la chute. Pour celui qui n'est pas prêt, cette peur se transforme en une paranoïa étouffante. On commence à voir des ennemis partout, à douter de ses propres capacités, et à s'enfermer dans une tour d'ivoire où la réalité n'a plus accès. C'est l'isolement du leader qui, faute d'avoir construit une force intérieure souveraine, finit par être consommé par son propre empire. Le succès attire également les prédateurs de l'ego. Plus vous montez, plus le cercle de ceux qui vous disent la vérité rétrécit. Vous vous retrouvez entouré de personnes qui ont un intérêt financier à ce que vous soyez satisfait. C'est le virus des yes men. Pour quelqu'un qui n'est pas prêt psychologiquement, ce manque de feedback objectif est fatal. Vous commencez à croire votre propre légende.
Vous pensez que chaque idée qui sort de votre bouche est du génie pur. C'est le début de la fin. La déconnexion avec le réel est le premier pas vers la ruine. Sans une base de principes solides et une capacité d'autocritique féroce, le succès vous rend stupide. Il vous prive de la friction nécessaire pour rester affûté. On ne compte plus les empires qui se sont effondrés parce que leurs dirigeants, grisés par ses premiers succès, s'est cru invincible et a cessé d'écouter la voix de la prudence. Enfin, il y a la question de l'identité. Pour beaucoup, le succès devient leur seule identité. Ils ne sont plus un homme qui a réussi, ils sont leur réussite. Mais que se passe-t-il lorsque le marché change, lorsque la chance tourne ou lorsque vous commettez une erreur? Si votre valeur personnelle est totalement indexée sur vos résultats extérieurs, vous n'avez plus de refuge. Chaque échec devient une menace existentielle. Celui qui n'est pas prêt n'a pas d'ancrage en dehors de ses trophées. Il est comme un navire sans lest, à la moindre tempête, il chavire. Le succès détruit ceux qui n'ont pas de vie intérieure, ceux qui n'ont pas cultivé de vertu en dehors de la performance. Car à la fin, quand les lumières s'éteignent et que la foule part, il ne reste que vous avec vous-même. Et si cette rencontre est insupportable, aucune richesse au monde ne pourra vous sauver de votre propre effondrement. Nous avons posé les bases du choc psychologique du sommet. L'illusion de l'arrivée, l'amplification des failles, la fatigue décisionnelle et l'isolement. Vous commencez à comprendre que réussir n'est pas une question de talent, mais de préparation mentale au poids de la couronne. Mais comment survivre à cette ascension? Comment protéger son âme quand le monde entier veut vous consommer? Dans la suite de ce script, nous allons explorer la dynamique de la cannibalisation sociale, la paranoïa du sommet et le syndrome de l'imposteur 2.0. Nous verrons pourquoi l'amertume de ceux qui vous entourent est un poison lent et comment construire les murs de votre forteresse intérieure avant d'atteindre le sommet. Préparez-vous à la phase 2. La véritable guerre ne fait que commencer. Une fois que le choc initial de l'ascension est passé, une nouvelle forme de pression commence à s'exercer, non pas de l'intérieur, mais de l'architecture sociale qui vous entoure. Le succès possède une force de gravitation qui modifie toutes vos relations préexistantes. Pour celui qui n'est pas prêt, cette transformation est souvent le début d'une solitude insupportable. Le sommet est, par définition, un endroit où il y a peu de place. Plus vous montez, plus le cercle de vos pairs rétrécit, et plus la distance avec vos anciens alliés s'agrandit. C'est ici que commence ce que j'appelle la cannibalisation sociale. Le succès attire deux types de personnes. Celles qui veulent une part de votre lumière et celles qui veulent l'éteindre pour ne plus être éblouies par leur propre sentiment d'échec. Si vous n'avez pas forgé une capacité de discernement quasi chirurgicale avant d'arriver au sommet, vous serez dévoré par l'un ou par l'autre. Le manque de préparation psychologique vous rend vulnérable à la flatterie, qui est le poison le plus efficace pour détruire un homme de l'intérieur. Le virus des yes men est une pathologie du pouvoir. Lorsque vous réussissez, votre temps et votre influence deviennent des ressources précieuses. Les gens autour de vous cessent d'être des miroirs pour devenir des filtres. Ils ne vous disent plus ce qui est vrai, mais ce qu'ils pensent que vous voulez entendre pour maintenir leur accès à votre privilège. Pour un esprit qui n'a pas cultivé une humilité féroce, ce manque de friction est mortel. Sans contradiction, l'ego gonfle jusqu'à l'absurde. Vous commencez à prendre des décisions basées sur une réalité déformée. Vous vous croyez infaillible parce que plus personne n'ose pointer vos erreurs. C'est le syndrome de l'empereur nu. Le succès détruit ceux qui n'ont pas la force de garder près d'eux des gens capables de leur dire non. Sans cette vérité extérieure, vous perdez votre ancrage avec le réel. Vous flottez dans une stratosphère d'autosatisfaction jusqu'à ce que la gravité de la réalité vous rattrape par un échec fracassant. La chute est alors d'autant plus violente que vous ne l'avez pas vue venir, protégé par un mur de sourires complaisants. Parallèlement à cette adulation toxique, vous devez faire face au ressentiment silencieux. C'est l'un des aspects les plus sombres du succès, la perte de vos amitiés d'origine. Beaucoup ne sont pas prêts à voir ceux qu'ils aiment changer de regard sur eux. La réussite agit comme un miroir pour vos proches. Elle leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas accompli. Votre simple présence devient une insulte à leur propre stagnation. Pour celui qui n'est pas prêt, la culpabilité du survivant s'installe. Vous commencez à vous excuser de votre succès, à essayer de porter les autres sur votre dos,
ou à saboter vos résultats pour rester acceptable aux yeux de votre ancien groupe. C'est une forme de suicide social. Si vous ne comprenez pas que votre ascension va inévitablement créer une rupture, vous finirez par être tiré vers le bas par des ancres émotionnelles. Le succès demande d'accepter d'être mal aimé par ceux qui préféreraient vous voir échouer à leur côté plutôt que réussir sans eux. C'est une épreuve de solitude que seule une identité solide peut traverser sans se briser. Cette dynamique de ressentiment crée une paranoïa légitime. Au sommet, la trahison devient une monnaie d'échange courante. Vous commencez à vous demander si l'on vous aime pour ce que vous êtes ou pour ce que vous possédez. Cette question est un cancer pour l'intimité. Pour celui qui n'a pas préparé son architecture émotionnelle, cette incertitude conduit à un retrait total. On voit alors des hommes puissants s'entourer de forteresses, non pas pour se protéger des ennemis extérieurs, mais pour se protéger de la douleur de la déception. Ils deviennent froids, cyniques et calculateurs. Ils traitent les relations comme des transactions. Le succès les a transformés en forteresses vides. Ils ont gagné le monde, mais ils ont perdu la capacité de faire confiance. Cette paranoïa n'est pas seulement épuisante, elle est aveuglante. À force de chercher le piège partout, vous finissez par ne plus voir les opportunités de connexion authentique qui pourraient vous sauver de la folie. Il y a aussi la pression de la performance constante. Le succès n'est pas une destination statique, c'est un tapis roulant qui accélère sans cesse. Une fois que vous avez atteint un certain niveau, le monde attend de vous que vous fassiez mieux la fois suivante. Vous n'êtes plus jugé par rapport à la moyenne, mais par rapport à votre propre record. C'est la tyrannie du toujours plus. Pour celui qui n'est pas prêt, cette attente devient une anxiété de performance paralysante. Vous commencez à vivre dans le futur, terrifié à l'idée que votre prochain mouvement soit celui qui révélera que vous n'étiez qu'un imposteur chanceux. C'est le syndrome de l'imposteur 2.0. Plus vous réussissez, plus vous avez l'impression que la chute sera haute et que le monde entier regarde. Cette pression consume la joie de vivre. Le travail qui était autrefois une passion devient une corvée dictée par la peur de la déchéance. Vous devenez l'esclave de votre propre réussite, incapable de vous arrêter de courir car vous avez peur que tout s'écroule si vous ralentissez ne serait-ce qu'une seconde. Enfin, le succès détruit par le confort. Le confort est l'ennemi le plus dangereux de la grandeur. Lorsque vous obtenez tout ce dont vous avez besoin, la faim disparaît. Et sans la faim, l'esprit s'engourdit. Pour celui qui n'a pas une discipline intrinsèque, une volonté qui ne dépend pas des circonstances extérieures, le succès est une sédation. Vous devenez mou, complaisant, et vous perdez l'agressivité saine qui vous a permis de monter. Le succès vous offre toutes les raisons du monde de cesser de faire des efforts. C'est le piège de la satisfaction. On voit des talents exceptionnels s'éteindre dans le luxe, perdant leur acuité et leur vision parce qu'ils ont confondu la récompense avec la fin du voyage. Le succès exige que vous restiez un guerrier alors même que vous dormez dans des draps de soie. C'est un paradoxe psychologique que très peu savent gérer. La plupart se laissent bercer par le confort jusqu'à ce que quelqu'un de plus affamé, de plus près, vienne les remplacer. Nous avons vu comment le cercle social se transforme en un champ de mines de flatterie et de ressentiment, et comment la pression de la performance et le piège du confort commencent à éroder votre force. Vous commencez à percevoir que le succès est un prédateur silencieux qui attend que vous baissiez votre garde. Mais comment transformer cette menace en une alliée? Comment construire une identité qui ne dépend pas des chiffres, mais des vertus? Dans la dernière partie de ce script, nous allons explorer l'effondrement final de l'identité, les menottes dorées et la quête de sens après la victoire. Nous verrons comment bâtir votre forteresse intérieure pour que le succès vous serve au lieu de vous posséder. Préparez-vous pour l'intégration finale. Le sommet ne sera plus une fin, mais le véritable début. Nous arrivons au stade ultime du danger. L'effondrement de l'identité sous le poids des menottes dorées. Pour celui qui n'est pas préparé, le succès ne se contente pas de changer son mode de vie. Il finit par dicter ses choix. C'est le paradoxe du prisonnier de luxe. Au début, vous travaillez pour posséder des choses. À la fin, ce sont les choses que vous possédez qui vous possèdent. Votre style de vie, vos obligations, votre image de marque deviennent une structure si lourde que vous ne pouvez plus vous permettre d'échouer, ni même de changer de direction. Vous êtes coincé dans un rôle que vous avez vous-même créé, mais qui ne correspond plus à l'homme que vous êtes devenu.
Le succès détruit ceux qui n'ont pas de vie intérieure parce qu'ils n'ont plus d'issue de secours psychologique. Si vous n'êtes quelqu'un que par votre réussite, alors chaque menace sur votre réussite est une menace de mort sur votre identité. Cette angoisse existentielle est la racine des comportements les plus erratiques des grands dirigeants. Ils préfèrent brûler leur empire plutôt que de voir leur propre image se ternir, car ils ont oublié qu'ils existaient avant les chiffres. Le syndrome de l'imposteur atteint alors son paroxysme. Plus l'écart entre l'image publique glorieuse et la réalité intérieure fragile s'agrandit, plus le sentiment de fraude devient insupportable. Le succès non préparé crée une dissonance cognitive permanente. Vous vous demandez, si ces gens savaient vraiment qui je suis, m'admireraient-ils encore? Pour compenser, vous en faites trop. Vous construisez une façade encore plus imposante, vous achetez plus, vous parlez plus fort, vous devenez plus arrogant. Mais à l'intérieur, le petit garçon effrayé qui n'a jamais appris à s'aimer sans condition crie de plus en plus fort. Cette déconnexion est le terreau fertile de toutes les addictions. Quand on a tout ce que le monde peut offrir mais que l'on se sent vide, on cherche des sensations de plus en plus fortes pour masquer le silence assourdissant de son propre manque de sens. L'alcool, les substances, le risque excessif ou la quête de pouvoir absolu ne sont que des tentatives désespérées de remplir un gouffre que le succès a simplement rendu plus visible. La véritable tragédie du succès sans préparation est la perte de but. La plupart des gens sont programmés pour la lutte. La survie, la compétition et la conquête sont des moteurs puissants qui donnent une direction à nos vies. Mais que se passe-t-il quand la conquête est terminée? Quand il n'y a plus de factures à payer, plus d'ennemis à vaincre et plus de preuves à donner au monde. C'est ici que le succès devient létal. Sans une quête transcendante, sans une mission qui dépasse votre propre confort, vous tombez dans le nihilisme de l'abondance. Vous réalisez que les objets que vous avez accumulés ne sont que des atomes et que l'admiration des autres est un vent qui tourne sans cesse. Pour celui qui n'est pas prêt, cette réalisation mène à une léthargie spirituelle. On voit des hommes au sommet de leur gloire tout abandonner ou se laisser dépérir parce qu'ils ne trouvent plus de raison de se lever le matin. Ils ont confondu le succès avec le sens de la vie. Or, le succès n'est qu'un outil. Le sens, lui, doit être forgé dans les profondeurs de l'âme, bien avant que le premier euro ne soit gagné. Pour survivre au succès, vous devez construire une forteresse intérieure dont les murs sont faits de principes inaliénables. Vous devez être capable de dire « Je suis cet homme, que je possède tout ou que je ne possède rien ». Cette souveraineté intérieure est la seule protection contre la volatilité du monde extérieur. Elle demande un travail quotidien d'autopsie de l'ego. Vous devez être votre critique le plus féroce, le seul juge dont la vie compte vraiment. Si vous dépendez de l'applaudissement de la foule pour vous sentir digne, la foule vous détruira le jour où elle décidera de huer. Mais si votre valeur est ancrée dans vos vertus, votre courage, votre intégrité, votre capacité à servir, alors le succès ne peut pas vous corrompre. Il devient simplement une plateforme pour exprimer ses vertus à une plus grande échelle. Le succès ne vous possède pas, vous l'utilisez comme un levier pour une mission qui vous dépasse. C'est la seule façon de porter la couronne sans qu'elle ne vous brise la nuque. Il faut aussi apprendre l'art du détachement. Profitez du confort, appréciez la reconnaissance, mais restez prêt à tout perdre en une seconde sans que votre être profond ne soit altéré. C'est l'exercice stoïcien par excellence. Vivre dans l'abondance tout en gardant l'esprit d'un homme qui dort sur le sol. Si vous craignez la perte, vous êtes l'esclave de votre succès. Si vous embrassez la possibilité de la chute, vous êtes libre. Cette liberté est ce qui vous permet de prendre les décisions audacieuses et justes que les autres n'osent plus prendre par peur de déchoir. Le succès durable appartient à ceux qui sont prêts à s'en passer. C'est le secret ultime des souverains. Ils ne sont pas attachés aux fruits de leurs actions, mais à la justesse de leurs actes. En vous détachant du résultat, vous devenez paradoxalement plus efficace et plus résistant. Vous ne jouez plus pour protéger votre image, vous jouez pour la beauté du jeu. En conclusion, le succès n'est pas le danger, c'est l'absence de base solide qui l'est. Ne cherchez pas à monter plus vite que votre capacité à porter le poids de l'altitude. Travaillez sur l'homme avant de travailler sur l'empire. Cultivez des amitiés qui ne dépendent pas de votre statut, nourrissez une vie spirituelle ou philosophique qui vous donne une perspective sur la futilité des honneurs, et gardez toujours une part de vous-même inaccessible au monde extérieur.
Le succès est un feu. Il peut éclairer votre vie et réchauffer ceux qui vous entourent, ou il peut vous réduire en cendres si vous ne savez pas le canaliser. Soyez prêts. Soyez solide. Soyez souverain. Si vous avez écouté cette analyse jusqu'à la fin, c'est que vous comprenez que la véritable réussite ne se mesure pas à ce que vous avez, mais à qui vous devenez dans le processus. Vous avez choisi de construire vos fondations avant de bâtir vos tours. C'est la marque d'un esprit supérieur. Si vous êtes prêt à forger cette force intérieure dès aujourd'hui, écrivez « Prêt » en commentaire pour affirmer votre préparation. Abonnez-vous pour continuer à explorer les mécanismes de la puissance et de la psyché humaine. Ne laissez pas le succès vous détruire. Maîtrisez-le. La session est terminée. Allez maintenant construire votre empire, mais commencez par vous-même.